Ah oui, mais ça remplit les cases chinoises. Ça remplit des entrepôts sous bois. Ouais. Pour les collectionneurs et les artistes. On arrive encore à faire des bouchées aussi. Juste les allumer pour appuyer 2-3 secondes sur le bouton rouge derrière. C'est la première fois que je fais ça. Soyez pas trop indulgents. Juste rouler. Généralement, les micros, ça aime pas Ah oui, les ondes. les ondes. Ça grésille. Je me souviens, alors, quand on était en cours, on arrivait à repérer qui recevait des SMS parce qu'il y avait un bruit particulier dans le micro. Nous, il y avait qui arrivait à se connecter sur le rétro, et à faire le rétro pendant le cours avec le téléphone. Ah oui, c'est dommage. Il y a un timing de prévu. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc on va commencer la table sur les vins et spiritueux. Tout d'abord, je vais laisser du coup nos intervenants se présenter chacun leur tour. Est-ce que juste quelqu'un peut se mettre au diapo, s'il vous plaît? C'est moi. Voilà. Bonjour à tous, Gabriel Campos. Alors moi je suis un promo 013, donc agro MCV. J'ai fait un double diplôme master d'administration d'entreprise. Alors j'ai cru comprendre que c'est toujours d'actualité. Voilà. Donc je l'ai fait à l'époque. Voilà. Et alors je travaille pour le groupe Badet Clément, une activité, une société familiale avec 3 grosses activités. Une première activité historique de production et de distribution de vin du Languedoc avec 150 hectares en propriété. Une activité de distribution de vins de domaine, des domaines à qui on propose de commercialiser leurs vins en France et à l'export. C'est aujourd'hui 300 domaines qui nous font confiance et qu'on aide à distribuer sur plus d'une 50aine de marchés à l'étranger et en France principalement aussi. Et notre dernière activité nouvellement réacquise, c'est une activité de négociant en Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges.
Et donc ma mission au sein de cette entreprise est double, assurer le développement de la vente aux particuliers et de la distribution e-commerce, et également de gérer le développement de la maison de négoce Édouard Delaunay à Nuit-Saint-Georges. Voilà. C'est un groupe d'une 80-85 employés et qui a fait en 2021 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros pour une douzaine de millions de bouteilles commercialisées. Voilà. Merci. Alors maintenant, au tour de Monsieur Bouvier de se présenter. Bonjour à tous. Manuel Bouvier, je suis le directeur de la distillerie de la Seine que j'ai créée il y a 1 an et demi. Après un parcours d'ingénieur en logistique, j'ai un diplôme d'ingénieur en logistique que j'ai obtenu au Havre. J'ai entendu certains qui étaient attirés par la supply chain, donc ça a été mon quotidien pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé chez Petit Bateau, j'ai travaillé avec notamment des flux internationaux. J'ai travaillé dans l'outillage, pareil, sur des flux internationaux. Et ensuite, j'ai travaillé dans le café, où là, j'exportais vers l'international. Ensuite, j'ai créé la distillerie de la Seine pour valoriser la ferme familiale. Je suis issu... c'était plutôt sur le sujet d'avant, d'une famille d'agriculteurs qui fait de l'élevage, qui fait de la génétique naturelle, et où il y a 200 hectares et environ 600 bêtes. Je profite juste de la petite intro pour faire un trait d'union avec l'intervention d'avant. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'ils ont dit, dans ce que Géry a dit, où l'élevage était en danger. J'étais au salon Made in France il y a une semaine, où on exposait nos produits. Et on a vu les acteurs végétaux. Donc j'en ai 2 en tête que j'ai rencontrés, donc Apivore et Arienco. Ils lèvent des millions et des millions pour se développer, des usines ultramodernes. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait des fermes et de l'élevage qui lèvent autant de millions. Donc je ne sais pas si ça va disparaître, mais en tout cas, il y a un vrai danger. Voilà. Merci. Et pour finir, du coup, Monsieur Angevin. Donc c'est mon tour. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Florian Angevin, je vais vous présenter mon parcours qui est relativement court. J'ai été diplômé en 2018 ingénieur agronome pas ici, mais à AgroSup-Dijon. Donc j'ai fait une spécialité agronomie environnement, donc assez généraliste. C'est ce qui équivalait à l'époque à la branche production végétale. Et donc j'ai rejoint FranceAgriMer en tant que fonctionnaire. Donc FranceAgriMer est un établissement public du ministère de l'Agriculture. J'ai rejoint FranceAgriMer en tant que fonctionnaire du fait de l'intérêt, pas forcément au départ de la filière viticole, mais de l'aspect études de filière. Donc études de filière de l'amont à l'aval de la filière. On s'intéresse pour illustrer avec le vin du pied de vigne jusqu'au verre de vin consommé. Et donc c'est ça qui m'a attiré. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que chargé d'études spécialisé sur le marché français du vin. Et donc depuis 1 an et demi, je suis responsable de l'unité dans laquelle je travaillais. Donc j'ai pris le poste de chef d'unité. Et on s'occupe d'études de marché, de suivi de conjoncture. Donc pour objectif d'informer, de tenir informé la filière, l'ensemble de la filière sur différents sujets économiques. Et donc on traite des sujets sur la filière viticole, mais aussi d'autres filières, comme par exemple les filières fruits et légumes ou l'horticulture. Ce que je peux dire peut-être pour présenter FranceAgriMer, parce que c'est pas forcément très connu, tout dépend. Moi, je ne connaissais pas vraiment avant d'y arriver. Donc, les 3 missions de FranceAgriMer, donc c'est éclairer les filières. Donc, ça, c'est mon travail un petit peu pour le vin et les filières que j'ai présentées. Donc, où on va conduire des études de marché, financer des études, de la recherche pour essayer d'éclairer les filières d'un point de vue économique. Il y a une mission d'accompagnement. Donc, c'est une autre direction de l'établissement qui, elle, va gérer tout ce qui est soutien public à la filière, investissement lié à la recherche, à l'innovation, les projets CASDAR, ce genre de choses qui sont gérées par FranceAgriMer.
Et donc ensuite, il y a un dernier aspect des missions de France Agrimaire qui est intéressant, c'est l'aspect concertation avec les professionnels. Donc contrairement au ministère, France Agrimaire est très proche des professionnels de par son histoire qui résulte de la fusion des offices agricoles. C'est un établissement qui est très proche des professionnels et qui fait vraiment le lien entre pouvoir public et professionnels des filières agricoles. Donc voilà pour... Merci à tous les trois pour vos présentations. Donc on va déjà commencer par quelques questions d'aspect général. On continuera ensuite sur des aspects plutôt stratégiques et enfin techniques avant de conclure. Donc pour commencer sur le général, déjà je vais vous demander pour du coup Monsieur Campos et Bouvier, vos produits présents à l'export et la part de chiffre d'affaires que ça représente. Alors aujourd'hui, pour notre partie, 80% de l'activité de l'entreprise est faite à l'export et ça doit représenter plus ou moins toutes nos marques. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il y a une petite partie de nos marques qui sont présentes en France par rapport à tout ce qu'on peut développer ou proposer comme offre de vin. Voilà. Pour notre part, donc on est une jeune structure, on a 5 produits, moins de références que mon collègue. Nos 5 produits sont présents à l'export. Après, il y a on est sur des spiritueux et les médailles obtenues qui sont gages de qualité et qui amènent de la visibilité ces produits-là vont être plébiscités. Donc on a eu des médailles sur le pastis et la vodka et c'est ces 2 produits-là qu'on exporte le plus. D'accord. Et du coup, vous, pour Monsieur Bouvier, vous avez connu les premiers pas de votre entreprise à l'export. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à vous positionner à l'export pour vos produits ? Alors, pourquoi on s'est positionné à l'export ? Il y a déjà 2 choses. C'est l'appétence pour l'export, avoir envie d'y aller, avoir envie d'avoir un peu de connaissance dans tous les documents douaniers, dans toutes les démarches administratives. Et puis l'autre point, c'était aussi améliorer la marge par rapport à ce qu'on fait en France. Et merci. Et comment considérez-vous, du coup, tous les trois, que les vins français ou spiritueux se démarquent à l'international des autres ? Je crois que la France a une image historiquement extrêmement qualitative sur en matière de vin et spiritueux. Le secteur vin et spiritueux en France, c'est le 2e secteur d'activité bénéficiaire à l'export, après l'aéronautique. Donc il y a Dassault, Airbus, et puis après il y a les producteurs de vins et spiritueux en France. Donc ça montre quand même l'attirance que les pays étrangers ont. Ensuite, la France a toujours, depuis très nombreuses années, est dans le top 2, top 3 producteurs en volume. Donc il y a une vraie production par la France de la majorité des vins et spiritueux consommés, en tout cas pour le vin. Les spiritueux, je suis un peu moins connaisseur des chiffres, des grands chiffres marchés, mais c'est assez lié. Il y a une culture spiritueux en France qui renaît aussi, non, j'imagine ? Il y a beaucoup de production de spiritueux en France. Après, les chiffres spiritueux à l'export sont boostés par notamment les cognacs et les grands groupes qui vont faire de la vodka type Belvedere ou Grégouze, etc. Mais le cognac exporte 98 ou 97% de sa production. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter de votre vision ? Je vais me permettre d'apporter quelques chiffres. Donc, comme vous disiez, 2e poste de la balance commerciale française, on est quand même à près de 15, entre 13 et 15 milliards d'euros de balance positive. Donc, c'est assez énorme. Hein. Pour des produits agricoles, en tout cas, c'est très représentatif. Ce qui est important, pour revenir à la question un peu de départ, en fait, les vins français sont clairement positionnés sur du haut de gamme ou du très haut de gamme à l'export. Ça explique l'écart qu'on a entre les volumes qu'on exporte. On exporte en moyenne, selon les années, entre 10 et 15 millions d'hectolitres. Et la valeur que ça rapporte, si je regarde que les vins, on est entre 10 et 12 milliards d'euros.
Donc en fait, on a un ratio qui est quand même très élevé en termes de valeur du fait d'exportation de produits à haute valeur ajoutée. Et ce qui caractérise particulièrement par rapport à la concurrence, c'est vraiment ce positionnement haut de gamme, voire très haut de gamme. Quand on regarde le très haut de gamme, on considère en général, nous, dans les études, au-dessus de 200 $ la bouteille, TTC, dans le pays que l'on regarde. Et dans la plupart des pays qu'on étudie, en fait, à partir de ce niveau-là, à part les vins français, on a du mal à trouver d'autres références. Ça existe, mais c'est quand même très rare. Et donc, voilà ce que je pouvais dire. C'est pour moi, ce qui les différencie par rapport aux concurrents, c'est vraiment un placement, positionnement prix, une stratégie haut de gamme des vins. Et pour les spiritueux, tout à fait, pour revenir sur le cognac, c'est près de 30-40% des exportations de spiritueux français en volume. Et c'est presque 80% de la valeur exportée. Donc c'est pareil, on est sur des produits qui sont chers et qui continuent à être exportés malgré la valeur et la valeur qui augmente d'année en année d'ailleurs. Et justement, du coup, donc on a une idée du volume actuel, mais au niveau de la dynamique, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est plutôt amené à augmenter encore plus ou pas? Alors, ce qu'on constate en termes d'exportation de vins et spiritueux français, les volumes sont relativement stables. On exporte là. Bon, alors en plus, les dernières années, c'est compliqué hein, avec le Covid, l'inflation. Enfin bon, on a des années normales qui sont difficiles à évaluer. On a des exportations qui sont stables à l'augmentation. Ça baisse pas, ça augmente pas de manière exponentielle, mais voilà, ça se porte assez bien. Et ce qui est notable, c'est vraiment la valeur qui pour le coup, la valeur augmente d'année en année. La valeur exportée, il y a quelques années, on était en dessous des 10 milliards d'euros annuels. Là, depuis, si on oublie 2020, parce que bon, 2020, voilà, Covid, ça a quand même pas mal impacté la filière, on est au-dessus des 10 milliards et d'année en année, on bat des records. Voilà, donc c'est quand même assez dynamique d'un point de vue valeur et ça reste positif d'un point de vue exportation volume. Est-ce que vous confirmez du coup au niveau de vos deux entreprises Oui, en fait, là, alors moi j'ai plus un focus Bourgogne et Languedoc, mais la France de toute façon produit de façon assez régulière la même quantité de vin. Il n'y a pas depuis 10 ans une expansion du vignoble et donc une expansion de la production qui serait liée à ça. Donc globalement chaque année on va produire entre 45 et 50 millions d'hectolitres de vin en France, relativement stable. Donc il n'y a pas de logique, enfin il n'y a pas de raison particulière à ce que l'exportation augmente outre mesure, sauf si on commence à avoir des marchés étrangers qui sont prêts à payer significativement plus cher nos vins. Et on le voit bien en Bourgogne, sur la dynamique très récente, c'est-à-dire sur les 8 derniers mois de l'année. Comparativement à l'année dernière, on est à moins 10, moins 15% des volumes en exportés, pour une vendange qui était 2021 à moins 50%. Mais les exportations sont à moins 10, moins 15 en volume, et par contre en valeur à plus 10, plus 15. Donc le trend est très clairement sur une survalorisation des vins, ou alors une tendance à exporter les vins les plus chers pour la partie bourguignonne pure. Le Languedoc, lui, souffre un petit peu plus, puisqu'il n'a pas cette image luxe que peut avoir la Bourgogne, et le Languedoc est en compétition avec plutôt des vins d'Espagne, des vins du Nouveau Monde, qui eux, savent faire jouer l'image de marque et à des prix souvent plus compétitifs que nous. Donc c'est assez différent pour ce point-là. Côté spiritueux, on sent que l'export a envie de Français. Donc les marchés sur lesquels on travaille, qui sont transformés ou pas, sont majoritairement des personnes qui sont venues nous chercher et qui, à travers des salons ou en direct, par les réseaux sociaux, par la visibilité sur Internet. Et donc on sent vraiment une envie des étrangers à avoir des produits français. Et du coup, justement, quels sont les marchés qui sont le plus intéressés par vos produits actuellement ? Je ne sais pas comment. Florian va peut-être reconfirmer ça, mais aujourd'hui, le premier marché, c'est les US, pour les vins en France, devant
Alors assez étonnamment, il y a l'Allemagne qui est pas très mal placée, pas trop mal placée, ce qui est assez étonnant. Et puis ensuite, on va trouver quelques pays d'Asie, nord-américains, Canada. C'est ça en gros. Je ne sais pas s'il y a des tendances récentes de marchés qui ont plus explosé que d'autres. Alors oui, donc c'est tout à fait ça. On a vraiment une explosion des exportations vers les États-Unis depuis quelques années, de manière, voilà, ils importent beaucoup de volume et en plus des volumes chers, donc une valeur qui augmente encore plus. Ils sont très, enfin, nous de ce qu'on regarde dans les chiffres, ils sont très branchés rosé, AOP de Provence un peu cher et champagne, quoi. Donc la valeur exportée est quand même assez marquée. Après, sur les pays, l'Allemagne, c'est un pays historique, hein. On a toujours beaucoup exporté en Allemagne. Ces dernières années, ça a tendance à reculer. Alors, j'ai l'occasion en fait de discuter avec pas mal d'homologues dans d'autres pays et les homologues allemands nous disent que les consommateurs cherchent du produit allemand et du coup se tournent un peu moins vers les vins français, et donc ce qui pourrait être une source d'explication. Et pas cher aussi. Peut-être aussi. Les Ouais. Allemands sont radins. En troisième position, il y a le Royaume-Uni, qui est un importateur important de vins français, historique, oui, complètement, avec voilà, néanmoins des interrogations liées au Brexit. Pour l'instant, on n'a pas de décrochage majeur. Ça baisse un petit peu, mais on s'attendait à pire, en tout cas sur les données nationales. Mais bon, voilà, c'est assez récent et on sait qu'il y a des avantages importants avec notamment les pays, enfin les vins australiens ou de Nouvelle-Zélande, qui ont des avantages à exporter au Royaume-Uni, et donc on s'attend peut-être à un décrochage encore plus important dans les années à venir, quoi. Les retours marchés qu'on a récents, enfin, la limite c'est que les chiffres actuels s'arrêtent à fin août, grosso modo. Les rapports qu'on a de nos clients aujourd'hui sur le marché UK sont un petit peu plus catastrophistes et on se dirigerait vers presque moins 40% cette année sur le marché anglais, du fait de l'inflation, situation politique instable et le Brexit qui n'aide pas non plus à clarifier les choses. Et pour les spiritueux, on observe la même chose du coup? Vous avez des chiffres? Alors, pour les spiritueux, le problème, c'est que les spiritueux, les données nationales sont très biaisées par le cognac. Donc, les spiritueux, les marchés qui marchent très bien, c'est le Canada et les États-Unis, qui fonctionnent très bien. Les États-Unis, une consommation de cognac qui explose. Ils aiment beaucoup les cocktails à base de cognac. Enfin bon, ça marche très bien. La Chine aussi, qui va se positionner sur le cognac avec qui va elle, aller chercher des cognacs plus haut de gamme que les États-Unis, qui consomment plutôt des cognacs entrée de gamme pour du cognac, quoi. Mais globalement, c'est ces marchés, voilà, principaux, mais c'est vrai que c'est très tiré cognac. Alors pour les autres spiritueux, j'ai moins d'informations pour le coup. Le cognac aux États-Unis, ça surprend pas parce qu'ils investissent massivement en publicité, en marketing. NSI est sponsor officiel de la NBA, hein, donc c'est pas rien. Après, nous, sur les autres spiritueux, en tout cas, je sens qu'on a vraiment l'Asie tire fort. Et aujourd'hui, les principaux contacts qu'on a, c'est principalement avec l'Asie, Japon, Chine, Corée du Sud. C'est des pays de tradition en plus productrices. Enfin, c'est assez intéressant puisque la Chine, le Japon sont quand même des producteurs ancestraux de spiritueux. Ils connaissent ces produits-là. Mais la marque française se vend bien. Et je fais juste un parallèle. On disait tout à l'heure pour l'export, mais la marque que j'ai construite, Distillerie de la Seine, je l'ai pas faite innocemment. La Seine rappelle la France. Et donc on est vraiment tourné vers l'export. Et est-ce que vous avez des concurrents de vos produits du coup à l'international, des concurrents qui peuvent venir d'autres pays qui viennent devant vos produits en face? Alors ça va dépendre des régions. On a de la chance en France d'avoir 3 grandes régions viticoles qui n'ont, enfin 3-4 grandes régions viticoles qui n'ont pas de comparable possible. Le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne et puis ensuite la vallée du Rhône.
La question est un peu complexe parce que la France est le premier pays, et en tout cas l'un des seuls encore actuellement, l'un des rares encore actuellement, à avoir poussé à l'extrême l'idée d'origine de terroir, d'origine contrôlée, de microclimat, de se baser vraiment sur la terre et sur d'où vient le vin pour le comprendre et l'expliquer. Quand on compare à la production dans des pays même assez proches comme l'Espagne, l'Italie, enfin moins l'Italie, l'Espagne en tout cas, et puis les pays du Nouveau Monde, on se rend compte que sur ces marchés de production-là, ce qui est mis en avant, c'est plus le cépage que l'origine. C'est plus la marque que l'origine en tant que telle. Donc je dirais que sur un vin de Bourgogne, un vin de Bordeaux, un vin de Champagne, mais même de Loire ou de Vallée du Rhône, il n'y a pas de concurrence directe puisqu'il n'y a pas de comparatif possible. Mais il faut le dire aussi, la France, c'est pas que ces appellations-là, c'est aussi énormément de vins exportés sur des noms de cépages, etc. Et là, la compétition est beaucoup plus rude parce que, évidemment, la France n'a pas la même politique salariale, n'a pas les mêmes coûts structurels que d'autres marchés de production, que ce soit le Nouveau Monde, l'Espagne, même très proche. L'Espagne, le coût horaire d'un ouvrier espagnol n'est pas celui d'un ouvrier français. Et on est en compétition directe avec l'Espagne sur certaines catégories de production. Oui. Pour les spiritueux, on n'a pas ce terroir, hein, puisqu'on peut fabriquer de la vodka, du gin un peu partout. On en fabrique même en Normandie, donc c'est dire. Et donc on est attaqué, on attaque de toutes parts. Après, on est sur une logique de marque où là, faut faire connaître la marque. Et ce qu'on va vraiment travailler, c'est ça, faire connaître la marque à travers l'utilisation dans des restaurants plutôt haut de gamme, puisqu'on se positionne sur le haut de gamme, à travers des cocktails, à travers des animations, de la publicité un peu indirecte pour se faire connaître. Si je peux essayer de rejoindre un peu ce qui a été dit. En fait, on étudie beaucoup la compétitivité. Les critères de compétitivité, c'est une chose très complexe. Après, en termes de ce qu'on observe dans les pays consommateurs importateurs ou les nouveaux pays consommateurs importateurs de vin, c'est des réels changements dans les tendances et les façons de consommer. Et j'ai un peu envie de dire aussi, c'est peut-être les pays qui pourront répondre à ces nouvelles tendances, parce que pour l'instant on est sur certains signaux faibles ou certaines alertes encore mineures, mais qui sont, voilà, par exemple l'explosion de en fait, une partie de jeunes consommateurs qui s'intéressent beaucoup moins aux appellations ou à la provenance, mais plus au cépage du vin. C'est ce genre de tendances en fait, qui vont définir si on est compétitif ou pas, et si on arrive à s'adapter pour rester compétitif. Après, on a tendance aussi à analyser la compétitivité en termes de gamme. Bon, voilà, c'est un truc, voilà, on étudie les différentes gammes. Sur l'entrée moyenne gamme, les vins français sont très compétitifs, avec un nombre de compétiteurs importants, en commençant par l'Italie, hein, qui a des atouts qui sont assez proches des atouts français. Hein. Ils ont une image qui est connue, ils ont une variété très connue, une variété d'appellations, une variété de types de vins. Ils ont une position, voilà, et ils arrivent à nous titiller un petit peu sur ce marché entrée milieu de gamme. Et maintenant, ils viennent même sur des marchés haut de gamme où on les attendait pas forcément. Et donc c'est vrai que nous, voilà, en termes de compétiteurs directs, on surveille un petit peu l'Italie et leur manière de réagir. Par exemple, sur les marques, ils arrivent à valoriser une espèce de marque Italie de par une organisation et une façon de procéder à l'export. Et c'est vrai que sur certains marchés d'entrée de gamme, moyenne gamme, là où la diversité des appellations, ça ne va pas suffire parce que le consommateur qui achète en entrée de gamme, il ne veut pas forcément telle petite appellation ou telle petite appellation, il veut un vin plus générique. Là où la marque Italie va marcher, l'appellation française va avoir plus de mal à s'imposer face à ça. En fait, c'est pour donner un exemple, c'est très multifactoriel, mais voilà, selon les types de vins, il y a plein de facteurs différents. La plus belle exemple de marque récente en Italie, c'est Prosecco. Enfin,
d'univers de marque, c'est Prosecco, c'est assez magique parce que ils ont su se positionner dans un univers champenois, enfin champagne on va dire, sans en être. La fabrication du Prosecco, c'est rien de plus qu'une méthode traditionnelle finalement. Il n'y a même pas tellement de notion de terroir, à part un terroir très élargi. Et pourtant, ayant travaillé pour le groupe Castel avant et pour une de leurs filiales productrices de vins effervescents, ça a été un véritable tsunami sur le secteur des vins effervescents. Le Prosecco a raflé des marchés monumentaux à des prix incroyables, et avec une image, on va dire, charme italien, qui est très forte à l'étranger. Moi, j'y goûte très peu, mais en tout cas, les clients appréciaient beaucoup. Si on part du coup maintenant plutôt sur un aspect administratif, quelles sont les réglementations en vigueur aujourd'hui pour l'export? Enfin, si on a des principales qui vous touchent plus particulièrement, est-ce qu'elles sont les mêmes en Europe et au niveau mondial? Vous avez 3 heures ou 4 heures devant vous? Je ne sais pas si... Il n'y a pas forcément de réglementation qui... En fait, il y a quasiment une réglementation par marché. Enfin, ça dépend. L'Europe est relativement unie, mais on voit que le Brexit a mis un peu le bazar. En gros, pour faire simple, la base, c'est que les douanes françaises doivent savoir tout ce qui quitte le territoire et tout ce qui rentre sur le territoire pour des questions fiscales, ce qui est logique. Donc il y a tout un aspect fiscal douanier à suivre. Et ensuite, chaque marché va avoir sa petite sauce de réglementation particulière, de taxes particulières à l'importation, à la consommation. Et donc, il faut soit être très bien accompagné, soit avoir des compétences en interne pour savoir gérer ça. Le document, on va dire le package de documents uniques, universels, adaptés à tous les marchés dans le monde entier, ça n'existe pas. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui, en tout cas sur la partie vin. Les spiritueux aussi sont, j'imagine, très touchés par ça. Nous, il y a l'aspect douanier qui est assez fort et qui prend beaucoup de temps. Après, il y a en effet pas mal de documents en fonction des régions ciblées et des analyses produits. On doit faire appel à des laboratoires pour analyser tous les produits qui partent, etc. Puis l'autre partie de la réglementation, ça va être aussi sur l'habillage, enfin le packaging. Certains pays attendent certains éléments obligatoires sur les contre-étiquettes ou les étiquettes. Il y a certains marchés qui demandent même des étiquettes spécifiques pour la consommation. Il y a des choses parfois assez aberrantes. Vous regarderez une bouteille de vin en France, chaque bouteille de vin doit porter plusieurs informations légales obligatoires, et notamment un petit logo qui montre une femme enceinte avec le rond barré, qui grosso modo veut dire buvez pas quand vous attendez un enfant, ce qui est assez logique. Aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de faire apparaître cela, pour une raison un peu particulière. C'est qu'il y a une jurisprudence dans le domaine, et il y a des gens qui se sont dit tiens, le vin est un moyen d'avorter, donc je vais boire du vin pour... Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre cette petite personne, il faut mettre un texte légal encadré. C'est pareil, il est différent au Canada. Le Canada, c'est même une autre étape, c'est qu'il faut tout traduire en français et en anglais. Donc vous avez des contre-étiquettes épaisses comme ça, avec tout ce que vous écrivez en anglais doit être traduit en français et vice-versa. Donc c'est un autre univers. Et puis la dernière partie de l'encadrement légal, c'est plus la communication, et c'est moins le sujet. Mais chaque marché a un peu ses règles en termes de ce qu'il est possible ou non de faire en termes de marketing et de communication sur les vins et spiritueux. Et au niveau des taxes, du coup, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur l'export, les fortes taxes qui sont imposées sur ces marchés? De notre côté, elles sont prises en charge souvent par l'importateur, donc on s'en soucie pas pour l'instant. En fait, c'est relativement structurel sur les marchés, c'est-à-dire que l'impact y serait si demain, par exemple, l'Angleterre dit toute bouteille qui rentre sur le territoire français est taxée à 100%. Là, c'est clair qu'on verrait un vrai impact sur la distribution, puisque les prix des vins doubleraient sur le marché.
mais aujourd'hui, vous abordez un marché comme la Chine ou le Canada, des vieux marchés de consommation, où le Canada, la législation ne bouge pas trop régulièrement, ça va. La Chine, c'est un peu différent, ça peut bouger du jour au lendemain, mais structurellement, le marché est adapté à la taxation telle qu'elle est actuelle, donc finalement, ça n'a pas d'impact. Et puis plus récemment, on a vu que les États-Unis, Monsieur Trump avait pendant un temps appliqué des taxes relativement corsées sur les vins français, de l'ordre de 25% à peu près de la valeur d'importation. Ça n'a eu que très peu d'impact finalement sur la consommation et sur les importations, parce qu'en fait, cette taxe était pensée pour être était imaginée comme étant à court terme, et donc producteurs et distributeurs se sont aussi arrangés pour dire pendant cette période-là, je vais prendre en charge 5%, 10% de la taxe, et toi le reste, et puis on s'adapte pour que la distribution ne bouge pas trop. Donc les taxes, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elles ont peu d'impact, mais on voit bien que les pays les plus taxés sont ceux qui consomment le moins, ça c'est sûr. Mais disons qu'aujourd'hui, vous avez sur n'importe quel marché, ce ne sera pas un frein à développer votre activité. Et comment les différentes crises récentes, comme le Covid ou l'Ukraine, ont pu impacter vos activités, votre entreprise ? Moi, je vais donner des exemples un peu généraux, mais par exemple, le Covid, ça a mis un gros coup d'arrêt aux exportations du fait de la présence de nombreuses références de vins français en consommation hors domicile dans les pays à l'international. Donc forcément, si on ferme les restaurants et les bars, on exporte moins vers ces pays. Donc ça, on le voit très bien, hein. Une année 2020 de fort décrochage, et l'impact se ressent même en 2021, là où, pour le coup, la réouverture des marchés du marché hors domicile a vraiment relancé les exportations, avec une année qui est une année record du fait de la reprise de l'activité et de la redynamisation des échanges. Donc ça, c'est pour l'aspect Covid. Voilà, donc là, on en est plus ou moins sorti. On se dit que 2022, c'est une année un peu normale et qui va nous redonner une tendance normale du marché. Et jusqu'à maintenant, on est sur une année 2020, une année 2021, deux années qui sont difficiles à analyser d'un point de vue marché. Ensuite, sur l'aspect inflation, crise, guerre en Ukraine, Russie-Ukraine et l'inflation, c'est assez difficile en fait de répondre, parce qu'on est, en tout cas sur l'inflation, on est assez tôt en termes de données. On a peu de données sur 2022 encore. Ce qu'on voit à première vue, c'est que par rapport à d'autres produits, le vin s'en sort plutôt bien. Du fait, on est sur des produits qui sont beaucoup moins, dont les prix varient beaucoup moins conjoncturellement que j'étudie les fruits et légumes par exemple. Les prix varient d'un jour à l'autre de manière fois 5 parfois selon les produits, donc on n'est quand même pas sur les mêmes types de produits. Et puis on est, je vais pas, mais sur des produits qui sont quand même moins dépendants que d'autres filières aux engrais par exemple. Les grandes cultures, on a quand même un impact des engrais quand même important. C'est l'un des postes qui a le plus augmenté suite au début de cette crise. L'énergie, pareil, on n'a pas de vignes sous serre, donc déjà, par rapport à des cultures sous serre, on est sur un produit qui, a priori, avec les quelques données qu'on a pour l'instant, subit un peu moins l'inflation. Là où ça pourrait subir, c'est si les consommateurs se détournent du vin, parce que ça devient un produit, c'est un produit qui n'est pas de première nécessité comme pourrait l'être un produit alimentaire, et si les consommateurs se détournent pour arbitrer sur leurs dépenses. Mais pour le coup, pour l'instant, on n'a pas assez de données, d'informations concrètes pour approcher ça. Donc voilà pour l'approche un peu globale. Une autre tendance que le Covid a boosté, mais c'est assez général, c'est sur la partie vente en ligne, vente à distance, qui a explosé en 2 ans. 2022 signe une baisse bien marquée sur ce secteur-là.
On sent que les gens veulent retourner au restaurant et ils veulent plus acheter en ligne et consommer chez eux. Donc c'est aussi bon signe parce que globalement, les vins sont aussi faits pour être mangés avec quelque chose à côté. En termes de tendance globale, c'est un peu hypocrite, mais nous, par exemple, on a encore des commandes qui viennent de Russie, on a encore des commandes qui viennent d'Ukraine. On se rend compte qu'en fait, les embargos sont jamais à 100% là. Que les importateurs trouvent toujours des moyens légaux pour payer les commandes. Donc c'est toujours... je vous dirais pas que la Russie se porte super bien d'un point de vue distribution, ça c'est certain, et l'Ukraine non plus, mais on voit que ça continue quand même un petit peu à consommer. Le Covid, nous, ce qu'on a vu en tout cas de notre côté, de la part de nos clients, c'est que ça a obligé nos importateurs, nos distributeurs à changer de façon de voir les choses, de changer d'activité. Et ça a aussi fait pas mal le tri parmi nos clients entre ceux qui ont été capables de revoir leur façon de travailler, de se tourner vers d'autres moyens de distribution pour survivre, et ceux qui se sont laissés couler gentiment parce qu'ils n'avaient ni la capacité ou pas la volonté de changer de braquet. Un importateur qui est spécialisé dans la réseau, ce qu'on appelle hors domicile, donc tout ce qui est restauration, hôtellerie, pendant le Covid, s'il ne se prend pas en main et s'il ne change pas sa façon de travailler, il meurt. Nous, on a vu énormément de nos clients qui ont, du jour au lendemain, en l'espace de 2-3 semaines, remis en place des nouveaux canaux de distribution pour survivre. Et in fine, on n'a pas eu un impact extrêmement si fort que ça du Covid dans nos business, mais c'est qu'une petite partie du spectre, en tout cas. Et puis l'inflation, pour le marché des vins va plus toucher tout ce qu'on appelle les matières sèches, donc le verre, le carton, les étiquettes, la partie production mise en bouteille, où là on est relativement touché quand même. Le verre a pris... le prix des bouteilles a doublé en l'espace de 2 ans. Alors quand vous vendez un vin à 100 €, la bouteille elle vous coûte 50 centimes. Elle passe de 25 à 50 centimes, ça ne va pas changer grand-chose. Mais sur des vins que vous vendez à 3 €, 4 €, la bouteille qui passe de 25 à 50 centimes, là vous le sentez passer et vous êtes obligé de le reporter sur vos prix de vente. Et donc ça impacte nécessairement vos rotations. Et en fait l'inflation, elle va avoir un vrai impact sur les premiers prix, plus que sur les grands vins. La Bourgogne s'est jamais aussi bien portée que depuis 2 ans. Puis la Bourgogne va continuer à bien se porter encore j'espère pas trop longtemps, pas trop cher, mais se porte quand même très bien. Et la demande est toujours là alors que les prix n'ont jamais été aussi élevés. Donc c'est vraiment c'est très lié au prix de revente derrière. L'inflation aura des impacts très différents que vous parliez d'une bouteille à 5 €, une bouteille à 150. C'est pas du tout les mêmes impacts. Je dirais même qu'une bouteille à 150, si elle passe à 170, parfois on ne sait pas pourquoi, mais elle se vend même mieux. Donc c'est parfois un peu inquiétant même. Pour ma part, j'ai créé l'entreprise après le Covid. Le Covid a retardé la création de l'entreprise, donc j'ai pas trop de données dessus. Après, les cavistes se sont jamais aussi bien portés, jamais autant vendus que pendant le Covid. Donc la filière a dû se maintenir. Pour le côté inflation, je rejoins ce qui a été dit avant. Ça va impacter les matières sèches, les bouteilles, le liquide qu'on met à l'intérieur, les étiquettes, etc. Ce qui va engendrer une augmentation des prix et un problème au niveau de la concurrence. Merci. Si on passe maintenant du coup plutôt à un des aspects stratégiques, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie qui a été adoptée pour vos structures pour s'implanter sur les différents marchés étrangers ? Pour notre part, c'est, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est via les réseaux sociaux avoir des photos toujours nettes, avoir pas mal de données et être visible. Être visible aussi à travers les salons B2B et B2C. On va dire que on a réussi à capter des pros et des marchés sur des salons type salon de l'agriculture.
Donc voilà, mais après les salons professionnels type Vinexpo sont importants pour nous. Oui, ça résume bien les différents canaux d'acquisition. Après, il y a après ça, une fois que, nous ayant une stratégie, une implantation à l'export un petit peu plus ancienne, il faut être conscient que votre présence sur un marché va être très dépendant du partenaire avec qui vous avez signé votre contrat d'importation. Et la vie des entreprises étant ce qu'elle est, c'est pas parce que vous commencez avec un tel que ce sera pour la vie et que ça durera merveilleusement jusqu'à votre mort. Ça fait partie aussi de la vie des entreprises de changer d'importateur, de changer de partenaire. Disons que la stratégie, la mission numéro 1, si vous avez un pays sur lequel vous souhaitez être, c'est de repérer assez rapidement quels sont les importateurs qui comptent, ou en tout cas les opérateurs qui sont influents et qui travaillent bien. Ça, le plus simple, c'est toujours de questionner vos voisins, les autres domaines qui travaillent sur ces marchés via les différents réseaux de professionnels qui existent. C'est relativement habituel de se partager les contacts d'un importateur, même sur une même appellation ou même sur une même production. C'est rarement problématique. Et puis après, généralement, quand vous commencez, vous êtes avec un importateur de seconde ligue ou de troisième ligue, et puis petit à petit, en fonction de la perception de vos vins sur le marché, vous allez attirer aussi peut-être d'autres intérêts ou des gens de plus gros calibre qui seront capables de vous faire passer une étape sur ce marché-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va dire que 90% est fait par le salon professionnel. Votre image en ligne, les concours, tu en parlais tout à l'heure, il y a des concours de référence qui aujourd'hui vous permettent d'apparaître comme étant un domaine ou un producteur de qualité grâce à un 90+, ou une médaille d'or à je ne sais quel concours. Alors il faut faire le tri, il y a une explosion du nombre de concours. Les concouristes gagnent beaucoup d'argent grâce aux concours, mais c'est la seule chose qu'ils font parfois. Il y a beaucoup de médailles, ce qu'on appelle les médailles en chocolat, qui sont jolies sur la bouteille, mais qui n'ont pas une valeur non plus exceptionnelle. Donc, des concours de renom sérieux, par contre, peuvent vraiment faire exploser l'image d'une marque à l'export et donc aider à s'implanter. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup du rôle de FranceAgriMer dans la promotion des vins spiritueux à l'export? Je vais parler de ce que je connais en premier. Puis après, je sais qu'il y a d'autres actions en FranceAgriMer qui sont portées, qui essaient de travailler sur l'ouverture de marché, la promotion de vins via des soutiens pour s'implanter dans les pays tiers. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment apporter des éléments pour les organisations de la filière, principalement, parce que on va travailler notamment très étroitement avec les interprofessions viticoles de l'ensemble des bassins français, pour qu'elles puissent avoir les clés en main pour développer des stratégies de communication, des actions à l'export, à l'étranger. Enfin voilà. Nous, on est vraiment là-dessus sur l'information, et la stratégie, elle vient après par les organisations et puis plus loin par les entreprises en fait elles-mêmes. Alors après, à FranceAgriMer, pour la partie soutien, FranceAgriMer instruit des dossiers liés à la promotion des vins et des marques dans les pays tiers. Donc ça, c'est un soutien, c'est des soutiens européens qui sont instruits par FranceAgriMer. Et on a aussi une mission à FranceAgriMer qui traite de l'ouverture de marché. Donc là, pour le coup, je connais assez mal, donc je serai assez mal placé pour détailler. Mais voilà, avec une mission d'accompagner des entreprises qui veulent exporter sur de nouveaux marchés. Juste un petit détail, ce qu'on appelle un pays tiers, c'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc c'est principalement la Suisse. Alors, en Europe géographique, on va parler de la Suisse notamment, on va parler de l'Angleterre, et puis ensuite c'est tout ce qui est les Amériques, l'Asie, l'Afrique, tout ce qui n'est pas européen. C'est notre langage à nous.
pour revenir aux aides France-Agrimaire, France-Agrimaire apporte un soutien via des subventions européennes assez conséquentes pour les domaines et les producteurs qui ont l'envie et qui ont la motivation pour instruire les dossiers, puisque c'est de l'administration européenne, donc c'est très complexe. C'est pas France-Agrimaire qui implique les cadres, c'est vraiment l'Europe. Et donc, mais par exemple, pour l'avoir expérimenté régulièrement dans le passé, on finançait à moitié, grâce à France-Agrimaire, des campagnes de promotion de marques au Canada, sur un budget de 700 000 euros de publicité dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc. France-Agrimaire venait subventionner à 50%. Donc mine de rien, c'est un vrai boost quand vous en avez les moyens. C'est un vrai boost, ou en tout cas un vrai facteur de réduction des frais quand vous voulez vous diversifier sur un marché. Ça peut aller aussi de plein de petites opérations. Vous allez vous déplacer sur ce marché-là pour promotionner vos vins. Une partie des frais de votre voyage peuvent être prise en charge par France-Agrimaire. C'est des petites choses, mais quelle que soit la taille de votre structure, c'est toujours du plus parce que ça vous rend un petit peu plus serein pour y aller. Alors, la seule limite, c'est que comme c'est administration européenne, ça prend du temps pour recevoir le remboursement. Mais ça, si on est patient, on finit par l'avoir. Et donc, à part France-Agrimaire, quelle autre structure vous ont accompagné à l'international ? Pour notre part, c'est la région Normandie qui accompagne autant sur la partie investissement et que sur la partie export, où ils vont accompagner sur les déplacements, sur des personnes mises à disposition à l'étranger. Et voilà. Généralement, oui, tout ce qui est syndicat de production, les régions aident beaucoup. En Bourgogne, par exemple, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne attribue un tiers de son budget à de la promotion des vins de Bourgogne à l'export. C'est un budget de près de 5 millions d'euros par an qui permettent de faire rayonner la marque Bourgogne à l'étranger. Mais c'est la même chose avec l'appellation vin de France. En fait, après chaque entité, chaque syndicat de production a aussi ses budgets de promotion et aide à cela. Je me permets juste, en effet, c'est des dossiers longs à monter. Ça peut mettre du temps à revenir. Par contre, c'est un vrai boost pour l'activité et faut vraiment pas l'occulter quand on va chercher des nouveaux marchés ou quand on monte une entreprise en tout cas. Et d'un point de vue marketing, comment est-ce que vous vous êtes lancé à l'export ? Pour notre part, on s'est fait accompagner par les importateurs qui vont mettre en avant nos produits à travers des catalogues, qui vont nous aider à traduire, qui vont nous aider à être présents sur les réseaux sociaux adaptés, parce que en Chine, on n'a pas les mêmes réseaux sociaux, on n'a pas les mêmes messageries, on a d'autres codes. Donc l'importateur va nous aider sur ces points-là. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas un site internet au moins traduit en anglais et facile d'accès, ça complique largement la chose. Donc d'un point de vue marketing, le b.a.-ba, c'est d'avoir un site internet propre, des jolies images, une belle histoire et traduit au moins en anglais. Puis en fonction des pays qui vous intéressent, si vous voulez faire un vrai focus sur la Chine ou sur l'Amérique latine ou sur l'Espagne, une traduction espagnole, allemande, chinois, c'est un plus, c'est certain. Tant que c'est accessible, c'est une première étape. Les réseaux sociaux, ça c'est certain. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, que vous soyez en n'importe où dans le monde, les gens vous cherchent et vous trouvent. Mais après, il faut faire connaître sa maison, sa marque. Et ça, pour le coup, c'est des investissements. Les concours font partie de la communication et du marketing. C'est des investissements aussi. Et ça permet de mettre en lumière la maison. Les grands dégustateurs. Dans les spiritueux, il y a aussi pas mal les mixologues qui doivent aider. Les partenariats et les coopérations entre marques vont bien aider aussi à avancer. Ouais.
Et du coup, on avait aussi déjà parlé un peu tout à l'heure du profil de la femme enceinte sur la bouteille, mais est-ce qu'il y a d'autres adaptations à faire sur vos produits au niveau du packaging ou profil gustatif pour l'étranger? Pour notre part, bon, je ne lis pas encore tout le chinois, mais on va apposer des étiquettes supplémentaires avec des mentions légales, avec les choses réglementaires au départ. Enfin, ça se fait soit au départ de chez nous, soit directement là-bas. Oui, on sent une tendance où chaque marché va commencer à un petit peu rajouter sa petite sauce personnelle sur les importations, jusqu'à un passé assez récent. Avant Brexit, en fait, par exemple, en Angleterre, vous pouviez envoyer une étiquette française avec les traductions en anglais qui vont bien sans trop de soucis. Aujourd'hui, vous devez maintenant fournir une contre-étiquette spécifique selon qui importe vos vins, sachant que le marché anglais est un marché historiquement de totale concurrence, donc il y a très peu d'exclusivité. Vous pouvez avoir pour les mêmes vins 3 ou 4 importateurs différents qui vont parfois vous prendre 60, 72 bouteilles, 90 bouteilles. Donc c'est des surcoûts, on va dire, pour des broutilles administratives. La Chine demande maintenant en effet un numéro, ce qu'on appelle le numéro GAC sur les contre-étiquettes, qui est en gros un code d'importation particulier qu'il faut qu'il soit présent, mais c'est a priori pas gênant parce que ça peut apparaître sur n'importe quelle contre-étiquette, même européenne, il n'y a pas de problème. Mais je vous le disais, le Canada a ses propres règles, le Mexique a ses règles, la Russie a ses règles. Ça peut être l'étiquette, ça peut être des bandelettes fiscales aussi. Chacun met son petit truc. En gros, si vous voulez pas vous embêter, vous vendez en Europe, en France, et puis c'est tout. Et puis sinon, dès que vous voulez en sortir, ça devient compliqué. Mais ça consomme plus aussi. Et au niveau des prix, comment est-ce qu'ils sont fixés à l'international? Alors nous, on a une politique tarifaire. Quand je vous disais au début, l'export est un moyen d'améliorer notre marge. Donc on va être plus cher qu'en France. En France, on est impacté par le montant des douanes qu'on doit payer et qui va pas être impacté, qu'on va pas payer au moment de l'export. Je vous donne un exemple. Sur une bouteille de pastis à 45 degrés d'alcool, on va donner quasiment 8 € de taxe à la douane. Donc ça va fortement impacter notre marge. Et aujourd'hui, on prend de ce budget-là, on prend une partie de ce budget-là qu'on donne à la douane en France, on le prend pour nous à l'export. Ouais. Sur les vins, c'est différent. Il n'y a pas cette logique de taxation. Nous, la seule taxe qu'on peut payer, c'est la TVA en France. Enfin, on paye des taxes en amont, mais moins élevées en tout cas. Du coup, sur le marché des vins et spiritueux, la tarification à l'export, elle est un peu inverse. C'est souvent le tarif le plus bas, le tarif export. C'est un tarif qu'on appelle un tarif départ. On appelle ça aussi ex-works, donc départ chai, départ stock. C'est-à-dire qu'il ne comprend il n'intègre dans ce prix aucune logique aucun prix de transport, etc. Le transport est à la charge de l'importateur. Nous, ce qu'on lui fournit avec ce prix-là, c'est sa marchandise au départ de notre entrepôt, et libre à lui ensuite de choisir son transporteur et de payer ses frais d'importation. C'est l'importateur qui paye ses taxes d'importation, et c'est donc aussi pour la raison pour laquelle le tarif export est souvent le plus bas, parce qu'on sait que derrière vont s'ajouter des surcoûts pour l'importateur qu'on ne peut pas justifier nous, donc on n'a pas de raison de les répercuter dans nos prix. Ce qui fait qu'en fait, quand on dit que... on entend parfois que il n'y a plus de vin, enfin les grandes régions de production ne vendent plus en France parce que ça leur rapporte moins d'argent. En fait, c'est faux. Généralement, même un caviste, en tout cas un caviste ou un restaurateur, nous rapporte plus d'argent qu'un importateur étranger ramené à la bouteille. En tout cas, on fait plus de marge avec un caviste ou un restaurateur, et encore plus avec un particulier, bien sûr. C'est d'autres coûts aussi, mais si on pouvait vendre à tous les cavistes de France et l'entièreté de notre production, on se porterait mieux que si on vendait qu'à l'export, en tout cas en termes de marge brute. Donc généralement, le tarif export, c'est vraiment le tarif de base, il est le même pour tout le monde, que vous soyez américain, suisse ou australien, vous allez payer le même prix. Après, ce qui va différencier, c'est ce que vous allez payer pour faire venir le vin chez vous.
et les taxes que vous allez payer à l'arrivée. Et suite à l'inflation, quels ont été les changements, les évolutions dans l'activité ? Voilà, moi c'est ce que je disais. C'est vrai que sur les marchés, pour l'instant, on ne voit pas encore d'impact, en tout cas sur la consommation à l'étranger et en France. On a très peu d'effets. Alors après, sur les processus, tout ça, peu d'informations. Sur les vins, c'est un peu biaisé parce qu'il y a aussi une vraie logique une logique de millésime. Et donc, vont arriver sur le marché dans les mois qui viennent les premières bouteilles qui sont vraiment impactées par l'inflation. C'est-à-dire que ce qu'on vend, nous, actuellement, ou là, ce qu'on a vendu ces 6 derniers mois, sont des vins qui ont été produits il y a 7, 8, 10 mois parfois, et donc qui ont été produits selon les conditions tarifaires de l'époque, des bouteilles moins chères, du papier moins cher, des cartons moins chers, et donc un prix de revente aussi un peu moins élevé. Ce qu'on voit, c'est que en 2023, on va commencer à appliquer 100% des coûts de l'inflation, enfin des coûts actuels en tout cas. Et donc on va commencer vraiment à voir, je pense, à partir de janvier, les vrais impacts sur la consommation, une fois que les vins seront sur les marchés. Mais il y a toujours un décalage entre ce qu'on voit nous, professionnels producteurs, et ce qui se passe in fine sur les marchés. Il y a toujours, selon la distance, entre 3, 6, 8 mois de décalage. Pour le moment, ça se porte bien, et nos importateurs savent que les tarifs vont augmenter au 1er janvier, donc ils passent beaucoup de commandes en ce moment et ils remplissent leur stock pour minimiser les coûts futurs. Mais l'année prochaine, ce sera une autre chose. On va avoir des ruptures de stock, on va manquer de vin. Et ça va aussi fortement impacter les comptes de résultats des entreprises. Et d'un point de vue plus technique, quels sont les moyens les plus efficaces et rentables pour exporter du vin ou du spiritueux à l'étranger ? Au niveau du transport ou... Comme on disait tout à l'heure, on travaille souvent en ex-work, enfin en départ. Donc au niveau du transport, c'est souvent l'importateur qui va gérer. Après, nous, ponctuellement, on peut gérer le transport, mais on va faire des cotations et puis on va aller chercher le moins cher ou celui qui nous semble le plus fiable pour avoir le moins d'ennuis possible sur toute la chaîne. Généralement, on évite de gérer le transport. C'est un nid en merde. Après, il y a tellement de choses possibles. Par exemple, le Beaujolais nouveau au Japon est historiquement livré en avion. Ça coûte un bras. C'est une horreur. Mais en fait, pour que le vin soit à temps au Japon pour le 7e jeudi de novembre, qui est le jour d'ouverture du Beaujolais nouveau, il n'y a pas d'autre solution que l'avion. Vous avez des systèmes aussi de containers réfrigérés, ça coûte très cher. Le container classique peut mettre, qui est le plus fiable, on va dire, mais qui prend le plus de temps. Par exemple, un container par bateau pour l'Australie, ça prend 3 mois. Donc c'est d'autres logiques de marché, c'est d'autres coûts aussi. Là où on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le Covid a eu un autre impact dont on ne s'est pas rendu compte, qu'on n'avait pas prévu, c'est sur la chaîne logistique. Enfin, si on l'a expérimenté, mais un truc tout bête, c'est que le blocage des échanges commerciaux a fait que, à la réouverture, les containers n'étaient pas du tout aux endroits où ils étaient censés être en règle générale. En fait, il faut se dire que le nombre de containers dans le monde, il est à peu près fini. Il n'y a pas d'explosion du nombre de containers. C'est une très grande quantité de containers, mais grâce aux flux commerciaux, ils s'échangent de façon harmonieuse entre les pays de destination, les pays d'exportation, etc. Sauf qu'avec avec le Covid et l'arrêt des flux de transport, à la réouverture, les containers étaient dans leur pays de destination et pas dans leur pays de départ. Et donc ça a eu un vrai impact sur les coûts logistiques parce qu'il a fallu ramener les containers à vide ou alors avec peu de choses à l'intérieur pour pouvoir les re-remplir et les réexpédier. Après, les modes d'exportation sont relativement simples. C'est de la logistique assez standard. Juste, on parle transport. Souvent, c'est pas soit ça part en ex-work en départ, soit c'est rendu client. Il y a on va rentrer dans la logique d'Incoterm, mais il y a plein d'étapes. Ça peut être rendu bateau, rendu en FOB ou rendu après le transport et après le client se charge
du transport entre le bateau et lui, c'est aussi le transfert de responsabilité de la marchandise qui intervient. Donc il y a pas mal de solutions possibles. Mais le ex-work est le plus commun pour nous. Et donc quels sont les circuits à éviter peut-être? Les moyens de... Mule, le cheval, dos d'homme, je sais pas. Ça existe. Hein. La boîte dans laquelle je bossais avant, on vendait du vin in fine pour l'Irak qui traversait la frontière à dos de chameau. Alors bon, l'état des bouteilles à l'arrivée, bon, je sais pas ce que ça donnait, mais en gros, il faut faire en sorte que ce soit le top du top, c'est le container réfrigéré par bateau, puisque c'est le bon équilibre financier. Le luxe, c'est l'avion, mais ça coûte extrêmement cher. Mais bon, si on est prêt à payer le prix et si on veut le vin rapidement et dans de bonnes conditions, pas de souci. Et quand vous êtes sur un container classique par bateau, il faut juste prier pour pas être tout en haut de la pile de containers avec moins 10 la nuit et plus 40 le jour, parce que sinon ça a un impact sur le vin. Mais et puis il y a une logique, l'emballage aussi va être important, parce que bon, on est sur des bouteilles qui cassent. Et du coup, cet aspect emballage est à prendre en compte dans l'élaboration du prix aussi. D'accord, merci. Juste un dernier mot, l'avantage aussi de passer par un importateur et d'être en ex-work, c'est que le client n'est pas obligé de prendre un conteneur complet, il va faire du groupage et il va aller chercher d'autres marchandises et donc va diminuer ses coûts de transport. Et nous, on aurait expédié que quelques palettes et pas un conteneur complet, on aurait des coûts de transport qui auraient explosé. Et donc pour conclure du coup cette table ronde, est-ce qu'on peut revenir du coup par rapport aux données peut-être plutôt chiffrées qu'on a sur l'avenir des vins spiritueux à l'international dans les prochaines années? Ça c'est la question. Deviner ce qui va se passer, c'est toujours compliqué. Non, mais on voit on a une position, une belle position des vins français à l'export qui se maintient. Après, on subit ces dernières années de plein fouet des différentes crises. C'est de plus en plus compliqué de se positionner sur ce qui va se passer. On voit qu'on a des changements dans les consommations, des concurrents qui arrivent comme ça. Voilà, donc c'est très difficile, mais... Il y a un paramètre qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui est crucial, c'est l'univers politique et légal. Aujourd'hui, la France, c'est un marché pour la consommation de vin extrêmement libre. Vous ne payez pas tant de taxes que ça en achetant du vin dans un restaurant ou en grande distribution. Vous pouvez boire tous les vins que vous voulez, quel que soit le degré. Et donc, pour le moment, c'est le paradis. Demain, si le vin ou les spiritueux deviennent le nouveau tabac, avec des hausses de taxes monumentales, avec des bannissements d'heures de consommation, d'âge de consommation encore plus élevés, ça aura un vrai impact. On le voit aussi que sur certains marchés, un exemple, la Chine a récemment décidé du jour au lendemain de stopper toute importation de vin australien. Et comment ils ont fait? C'est simple, ils ont dit à partir de demain ou de la semaine prochaine, chaque bouteille de vin australien sera taxée à 200%, 300%. Ça, je vais vous dire, ça refroidit plus d'un et ça a mis à plat toutes les exportations de vin australien en Chine. Il ne se passe plus rien et c'est assez logique. Donc le contexte légal et politique, il a un vrai impact. Si demain l'État français décide que la consommation d'alcool est un problème en France, ça aura de facto un vrai impact sur les consommations et donc sur les productions, puisqu'on va arrêter de produire pour le vide, quoi. Parce que effectivement, on a l'image du vin en France d'un produit qui est culturel, patrimonial, mais dans pas mal d'autres pays, c'est de l'alcool. Et c'est de l'alcool. Des pays qui sont très réglementés, ça va être très réglementé.
Et on voit venir des tendances en Europe liées à ça, c'est pas vraiment des lobbies de la santé qui poussent de plus en plus en fait. Enfin, moi j'avais entendu parler il y a quelques temps, mais je pense que les syndicats ont réussi à dire non, on veut pas ça, mais d'un prix minimum de la bouteille en fonction d'un taux d'alcool, c'est quand même des choses qui pourraient avoir des impacts très lourds sur les marchés. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui va nous sortir. Voilà. C'est le cas sur des marchés très proches. En Irlande, vous avez des taxations en fonction du degré. Donc plus il y a de degrés dans la bouteille, plus le vin va coûter cher. Il y a aussi sur certains marchés des monopoles d'État pour la distribution. Donc c'est l'État qui régit la distribution des vins et des spiritueux. C'est le cas du Canada, c'est le cas de la Suède. Mathématiquement, ça a un impact de facto sur la distribution, la consommation de vin. Et ça minimise, ou en tout cas ça réduit drastiquement parfois des consommations. Pour les spiritueux, on est un petit peu plus taxé. Donc, comme je vous disais, on a les taxes douane plus la taxe de sécurité sociale. Donc, on est un peu fliqué. On est un peu fliqué. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quasiment 8 € par bouteille de pastis. Donc, pour 45 degrés d'alcool, et la taxe est proportionnelle au nombre de degrés qu'on a dans la bouteille. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à les questions aujourd'hui et pour vos interventions très pertinentes. Merci. Il y a des questions. Bonjour madame. Je vous donnerai mon contact, comme ça je vous redirigerai vers la personne qui gère ça. Mais effectivement, on a une mission internationale à France Agrimaire qui fait une veille réglementaire sur tous les marchés, enfin pas tous les marchés, les marchés qui sont suivis. La Chine est suivie, il y a des marchés qui sont suivis. Et effectivement, on a pour l'ensemble des produits agricoles, parce que moi je m'occupe de certaines filières, mais on traite l'ensemble des filières agricoles françaises. On a ces informations en tout cas. Je suis ravie d'avoir votre contact. C'est vrai qu'on avait très variées questions, genre comme la Chine à début de l'année, ils ont changé des règles pour l'import-export, il ne faut pas que sur une plateforme, etc. Et j'avoue que même moi, je suis allée sur le site en chinois, le site de gouvernement. Et après, je vérifiais avec toutes les recherches Google, je trouvais que c'est vraiment en France primaire qui a les dernières mises à jour. Je dis, mais comment je peux les contacter pour informer les entreprises? Est-ce que vous avez reçu des demandes des entreprises ou des questions Alors, moi je ne travaille pas dans cette unité-là, donc je ne saurais pas dire, mais je pense que oui, il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on est très en lien avec les conseillers agricoles dans les différentes régions du monde. Ce qui fait qu'on a des contacts privilégiés qui font que quand on a une question, même si on ne connaît pas la réponse, on arrive à avoir la réponse rapidement via ce biais-là. Donc, on a quelques avantages comme ça. Merci beaucoup. Et une question pour Manuel et le gouvernement. Vous avez beaucoup parlé de la Chine, en langue chinoise. Je voudrais savoir qu'après 3 ans de Covid, ce pays est quand même assez fermé. Et est-ce que
Donc de ce que je sais, en fait, le marché chinois sur le vin au niveau national, on a eu depuis quelques années un gros décrochage des ventes. On constatait un gros décrochage. Et là, en fait, l'année 2021 a redonné un coup de hausse des ventes. Mais on ne sait pas si c'est un effet juste rattrapage, en fait. On a eu des ventes en 2020 qui ont été très basses, les plus basses de l'historique, du fait de la fermeture, les confinements qui font qu'on consomme moins. On a un très fort rebond en 2021. Sur les premiers mois de 2022, ce rebond se maintient encore un petit peu, mais on ne sait pas. Voilà. La tendance était plutôt baissière sur le marché chinois. Alors, les informations qu'on avait, c'était peut-être une population qui se détournait un peu du vin ou de ce produit considéré un peu comme luxe. Voilà. Donc, c'est un peu les explications qu'on avait. Après, c'est un marché qui reste très important pour certains bassins de production français et qui... donc les prémices de hausse d'exportation qu'on a vues, c'est quand même assez encourageant et on a des entreprises qui travaillent beaucoup sur ce marché. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est toujours difficile. On est juste après le Covid et on a du mal en fait à voir ce qui est normal, enfin ou ce qui est structurel et ce qui est conjoncturel. Donc pour l'instant, on est un peu on sait pas trop. Un autre point de détail, en fait, le décrochage qu'on a vu en Chine, au-delà d'un détournement de peut-être de la consommation, a été aussi assez lié à une loi qui a visé à réduire la consommation de produits ostentatoires en Chine. Et on s'est rendu compte que du coup les vins et spiritueux étaient très ciblés par cette loi-là. Et donc générer une forte baisse des importations. Bordeaux a aussi beaucoup souffert ces dernières années en Chine. La Chine est un marché historique pour Bordeaux, un très gros marché. Bordeaux en général souffre depuis 4-5 ans, et la Chine en particulier. Depuis ma petite fenêtre bourguignonne, nous, la Chine progresse d'année en année, de façon, à la fois en volume et en valeur, plus en valeur qu'en volume, et devient chaque année un peu plus un marché prioritaire. Cette année, la Chine doit être le 5e ou 6e marché d'exportation et va grappiller petit à petit les places de marché historiques comme la Belgique, qui est un marché historique aussi pour la vallée, pour la Bourgogne. Donc c'est assez lié, c'est assez difficile à analyser. Je pense que la Chine aussi, c'est un marché de consommation qui est en train de se professionnaliser dans sa compréhension du vin, dans l'enseignement que les Chinois ont, la compréhension que les Chinois ont du vin. Nous, on est marqué par ça à chaque fois qu'on se déplace là-bas en Asie, par le degré d'enseignement, le degré de connaissance des jeunes Chinois, et jeunes Asiatiques en général, mais Chinois notamment. Et donc, qui dit professionnalisation, ou en tout cas acquisition de compétences, dit aussi recherche de vins plus spécifiques, d'origine peut-être plus difficile à trouver, ou en tout cas plus haut de gamme. Donc ça bénéficiera de facto à la France. Et puis un dernier point sur la Chine, où on a un collègue à Shanghai qui vit un enfer au quotidien. On a le droit à les aventures d'Olivier tous les jours. C'est extrêmement complexe en effet pour faire des événements, pour voyager d'une ville à l'autre, pour vivre tout simplement. Vous pouvez être mis en lockdown complet dans votre immeuble parce que votre voisin du rez-de-chaussée est cas contact. Donc c'est des tours complètes qui sont fermées pour 3, 4 jours, 5 jours, jusqu'à éradication du virus. La politique du no-Covid a un véritable frein à l'économie chinoise, je pense. En tout cas, au quotidien, c'est un vrai enfer à vivre apparemment. Et c'est d'ailleurs étonnant que la population ne se rebelle pas, ou alors on ne voit pas tout peut-être, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, le marché chinois est un marché qui est complexe à analyser, très déstructuré, multicanaux à fond. C'est assez difficile à appréhender. Et puis enfin, c'est un marché aussi de consommation interne. Enfin, il y a une vraie production de vin en Chine qu'on ne voit pas, qui est 100% consommée sur place. Mais la Chine a une vraie politique d'expansion de son vignoble, et ça aura aussi un impact sur nos importations à nous.
Mais des grands groupes français ont déjà investi là-bas et produisent des vins chinois en Chine à des prix épicés, mais une qualité qui reste encore à définir. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il y a des terroirs apparemment très pertinents pour la vigne. Bon, aujourd'hui, ils sont obligés de faire les deux, online et offline. Oui, ils font les deux. Après, selon les alors, disons que selon la typologie de vin que vous vendez, vous n'avez pas les mêmes typologies d'importateurs. Nous, on travaille avec un importateur fine wine, enfin vin luxe plutôt, haut de gamme, qui va se concentrer sur les très grandes villes chinoises, avec une culture ouverte aussi sur le monde et propre à la consommation de vins étrangers. Et ils sont présents à la fois en ligne et offline. Ils font à la fois de la restauration, de la vente aux particuliers, de la vente en ligne. Ils sont totalement multicanaux, ça c'est certain. D'autres questions? Bon, bah, merci. On est dans le timing. Donc, Bientôt la chouille. merci encore à vous trois.